Cela n'a aucune importance, mais admettons qu'on se soit trompé et qu'il s'agisse d'un test secret de notre part. Ça n'explique toujours pas les 50 dernières années d'observation d'OVNI, ça n'explique rien du tout. On a des engins qui volent dans tous les sens, qui laissent toutes sortes de traces physiques et qui ont la même forme partout dans le monde. Alors, qu'est-ce que c'est? Ces gens-là ne viennent peut-être même pas de l'espace. J'aime dire qu'ils viennent d'ailleurs. Par ailleurs, je suis ouvert à tout. Depuis les univers parallèles jusqu'aux voyageurs spatio-temporels, quoique sur le plan philosophique, j'ai quelques réticences envers le voyage dans le temps. Ils pourraient être des humains venus du futur ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Et je n'ai vraiment pas envie de spéculer sur ce genre de choses, mais je pense qu'il y a eu des rencontres face à face, les yeux dans les yeux, avec des êtres venus d'ailleurs, et qui ne sont pas d'une culture classique ou identifiée sur Terre. C'est comme ça que je pourrais exprimer la chose. On ne sait pas, tout simplement. C'est une des grandes questions qui sont aujourd'hui sans réponse. Il faut en même temps une bonne dose de patience et un grand sens de l'humour parce que les ovnis ne m'ont absolument pas rendu riche. Mais je garde bon espoir, surtout à cause de ma dernière publication, qui est plutôt énorme en fait. Elle fait autour de 800 pages entre les textes, les dessins et les photos. J'aimerais dire à la nouvelle génération, et même aux gens plus âgés, étudiez l'histoire sérieuse des ovnis parce que si vous pensez qu'il n'y a pas de preuves, une grande surprise vous attend parce qu'il y a une énorme accumulation de preuves. Allen Hynek appelait même ça une embarras de richesse. C'était l'une de ses expressions. Il y a une sorte de déconnexion entre toutes ces preuves et la connaissance que les gens en ont. Et nous travaillons dur à rétablir cette connexion. Alex était impatient de savoir si Richard Hall et Allen Hynek avaient découvert le même secret. Mais pour comprendre, il faut d'abord admettre ce que les scientifiques nous disent aujourd'hui. L'existence d'une civilisation extraterrestre est probable, c'est-à-dire non prouvée, mais suggérée par les probabilités mathématiques. Ensuite, on peut aborder la question ouverte par Richard Hall. Les ovnis sont-ils des objets matériels ou des portes spatio-temporelles? Dans tous les cas, sont-ils vraiment sans danger pour nous? Cette dernière question a été sérieusement posée en 1999 à Paris par un groupe de personnalités civiles et militaires qui avaient l'habitude d'analyser l'évolution générale du monde au sein de l'Institut des hautes études de défense nationale, un organisme gouvernemental français. Ce groupe de réflexion a produit un rapport qui a été publié dans les kiosques avec le titre « À quoi doit-on se préparer ?» et qui a été parallèlement adressé au gouvernement français. Il recommandait de sortir les ovnis du ridicule où on les enferme généralement, car un jour, on pourrait avoir des problèmes, notamment dans le domaine de la sécurité aérienne. Cet événement, ajouté à ma rencontre avec Richard Hall, a constitué l'engrenage infernal qui m'a poussé à continuer mon enquête. First of all, the objects are not unidentified. We know what they are. Second, in many cases, in most cases, they're not flying. And finally, in many cases, they are not even material objects. Donald Menzel incarnait une approche qui consiste à ramener l'ensemble du phénomène à des illusions de la nature, comme l'aurore boréale, ou à des illusions humaines, comme les rentrées atmosphériques, les ballons stratosphériques et les avions secrets de toutes sortes. Bien entendu, sans oublier les vrais canulars, comme certains films ufologiques qui prétendent montrer une authentique soucoupe volante vénusienne. Donald Menzel s'attaquait aux ovnis en scientifique, ce que ne sont pas les sociologues, qui se contentent du fantasme pour tout expliquer. Le grand psychologue Carl Jung proposait quant à lui une explication poétique, affirmant que les soucoupes volantes sont la projection d'un mandala, le disque symbolique de la plénitude. Mais le problème est ailleurs, puisqu'on voyait déjà des ovnis au XVIIe siècle et que les pilotes d'aujourd'hui continuent à en voir. Allen Hynek disait qu'il faut toujours chercher le signal au milieu du bruit. Traduit chez les aviateurs qui voient des ovnis, cela veut dire qu'au milieu des témoignages visuels, il faut chercher ce qui est confirmé par un signal radar. J'ai évoqué cet aspect du problème avec 3 moustachus, c'est-à-dire 3 vétérans chevronnés. Jean-Charles Duboc est un ancien commandant de bord sur avion civil. Il a croisé un ovni en vol au-dessus de Paris en 1994 et il a témoigné ensuite, ce qui est rare. Bernard Norlin est ancien général d'armée aérienne et ancien directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale.
Il était dans cette fonction quand est sorti le rapport dont j'ai parlé. Quant à Jack Crean, c'est un ancien leader solo de la patrouille de France. Comme Jean-Charles, il a vu un ovni, mais c'était il y a longtemps. Le steward qui était dans le poste, la copilote, puis moi-même avons vu un objet absolument énorme passer devant nous et s'arrêter à 25 nautiques de notre position. Il avait une dimension de 2 à 300 mètres, comme une espèce de très grosse lentille rouge sombre avec des bords flous. Nous l'avons observé à peu près entre 1 et 2 minutes. Nous l'avons vu devenir transparent et disparaître. Et j'ai commencé à en parler que lorsque j'ai appris qu'il y avait eu un écho-radar qui était enregistré sur ce phénomène par le centre de Taverny. Moi, avec le recul, j'ai pris ça, disons, comme une démonstration de puissance technologique d'une civilisation extraterrestre qui nous dit, ben voilà, vous n'êtes pas seul dans l'univers, voilà ce que nous savons faire. Moi, personnellement, ce que ça m'a fait, c'était de m'intéresser à l'astronomie. Parce qu'on parle d'OVNI, mais les gens n'ont aucune connaissance en astronomie. Je pense qu'il y a une ouverture sur l'univers qui est en train de se faire et c'est très important d'enseigner l'astronomie à des jeunes. Moi, personnellement, je ne crois pas, tout au moins en première analyse, aux ovnis. D'abord, en tant que pilote de chasse, moi, j'ai jamais été témoin de phénomènes un peu bizarres. En revanche, je connais de nombreux pilotes, de mes camarades, de pilotes de chasse. Il y a de nombreux témoignages de telles observations. J'étais pendant 2 ans commandant de la défense aérienne, donc en charge de la surveillance de l'ensemble de l'espace aérien français. Il n'y a eu qu'un seul cas vraiment où il y a eu de nombreux témoignages très concordants sur un phénomène qui était inexpliqué. Et en fait, on a réussi à l'expliquer. C'était la rentrée dans l'atmosphère d'un morceau de satellite russe à l'époque. À partir du moment où il y a effectivement des phénomènes qu'on n'a pas expliqués de façon rationnelle là, dans l'immédiat, je pense qu'il faut qu'on s'y intéresse. C'est la raison pour laquelle, quand il y a un groupe d'anciens auditeurs de l'IHEDN, donc l'Institut des hautes études de défense nationale, qui sont venus me trouver pour voir s'ils pouvaient constituer un groupe de réflexion et de travail là-dessus. Bien sûr, j'ai dit oui parce que c'est quelque chose qui nous intéresse. Je vous rappelle que l'Institut des hautes études de défense nationale travaille sur les questions de défense et de sécurité avec des auditeurs civils et militaires en même temps. Peut-être que derrière, il y avait des problèmes au niveau de la défense et de la sécurité. Donc j'étais tout à fait d'accord pour qu'ils constituent ce groupe et qu'ils travaillent. Maintenant que derrière ça, je vous dis, ça ne pose pas d'autres questions en creusant, bon, mais un complot mondial, je ne crois pas du tout. Je ne pense pas qu'il y ait eu un phénomène de secret mondial, vous voyez, pour étouffer ce genre d'affaires. Pendant un entraînement en vol de nuit avec les Mirages, rassemblement de nuit au radar, j'ai vu, et mon coéquipier également, quelque chose qui nous a évidemment interpellés et qui ne correspond toujours pas, moi, à l'état actuel de mes connaissances aéronautiques, quelque chose auquel je puisse donner une explication. Je dirais un objet lumineux qui se déplaçait alternativement entre le chasseur et la cible. Je voyais ça un peu comme un fuselage d'avion de ligne avec des hublots, un peu des lumières, une grande lumière intérieure. Et à chaque fois qu'on se dirigeait sur lui, ça partait, je disais, mais vitesse de l'éclair, quoi. Hein. Et hop, ça revenait, boum. Et comme quelque chose qui observe, qui vient nous voir, etc. Donc ça s'est passé 4 fois. Voyez, on s'est interrogé longtemps. Et à l'époque, c'est vrai qu'on n'en parlait pas trop parce que c'était des coups, je dirais, à passer en conseil médical, avoir une... Alors comme dans nos visites médicales, il y a le côté physique et le côté psychologique. Bon, l'ambiance à l'époque, c'était plutôt de garder ça sous le coude parce qu'on aurait pu passer pour un délicieux farfelu, quoi. J'ai un tas de collègues qui me disent « Attends, mais moi aussi j'en ai vu. » Je dis « Pourquoi tu ne parles pas ?» Je ne vais pas passer pour un délicieux farfelu. Ce n'est pas des choses qu'on puisse raconter tous les jours, puisqu'il y a des gens, ça peut briser leur carrière, ça peut déclencher des attitudes de moquerie ou de dévalorisation, quoi. Je crois qu'il y a une évolution importante au niveau, je dirais, des grands chercheurs. Puisque, comme je vous disais, il y a plus de 350 témoignages qui ont été
analysé dans des milieux scientifiques, dans des milieux de savants qui font ça de la manière la plus pragmatique qui soit et la plus mentale qui soit. Donc maintenant on peut commencer à en parler. Alors le problème c'est la manière dont on s'en empare, on va en faire encore une chose magique, extraordinaire, on va dire des étoiles, ou on va peut-être évoluer vers quelque chose de plus très intéressant. En réalité, cette évolution a commencé à l'époque de l'affaire Roswell, date à laquelle Yves Sillard était directeur du CNES, l'équivalent français de la NASA. Avant de devenir le père de la fusée européenne, puis secrétaire général à l'OTAN, c'est en 1977 que Yves Sillard a créé ce qui reste mondialement connu sous le nom de GEPAN. Alors face à quelque chose qu'on ne comprend pas, je pense que la bonne attitude scientifique, c'est d'essayer de comprendre. Et donc, on a créé le groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés, le GEPAN, avec la mission d'analyser sérieusement les témoignages sur le plan psychologique, physique, sur tous les aspects, de façon à essayer de comprendre est-ce que ça se passait dans la tête des gens, ou autrement, de quoi s'agissait-il. C'est un des rares organismes au monde qui s'est attaqué, qui continue à travers son fils, ou je ne sais pas comment il faut l'appeler, le CEPRA, à s'intéresser de façon sérieuse et rigoureuse à ce phénomène. Le problème, si vous voulez, c'est que on est en face de phénomènes qui sont inexpliqués et qu'on n'arrive pas à expliquer. Donc je pense que ça reste pour moi fondamental de conserver une attitude rigoureuse et scientifique vis-à-vis d'un phénomène qu'on ne comprend pas et qui visiblement apparaît de façon permanente dans le monde entier. Donc ça me paraît essentiel de continuer à s'y intéresser. Le GEPAN a muté en 1988 pour devenir le CEPRA, dont le directeur actuel est Jean-Jacques Velasco. Jean-Jacques est ainsi l'héritier de deux pionniers, Yves Sillard, dont il a hérité les archives du GEPAN, et Allen Hynek, son modèle, dont il a hérité la méthode. Le docteur Hynek disait que le témoignage humain est la seule preuve en matière d'OVNI, mais aussi en matière de justice criminelle. Donc, dans les deux cas, il faut la même rigueur, mais aussi le même respect vis-à-vis du témoignage. En France, une procédure administrative prévoit que le CEPRA reçoive une copie des témoignages officiels en matière d'OVNI. Sa principale source d'information est la gendarmerie, parce que ce corps de police est de nature militaire et qu'il est donc très présent sur l'ensemble du territoire, avec un caractère généraliste en termes de contrôle et de sécurité. J'ai eu la chance de suivre une enquête déclenchée par un témoignage dans la région de Toulouse. Jean-Jacques commence toujours par une analyse de l'environnement social du témoin, afin d'écarter les déclarations fantaisistes qui lui feraient perdre son temps. On est surpris par le fait que ces phénomènes présentent justement des caractéristiques de points lumineux qui sont observés dans le ciel. Cette personne vous semble saine d'esprit, elle n'est pas connue pour avoir un esprit blagueur, ni du point de vue de... pas connue non plus pour abus de boissons. Ensuite, Jean-Jacques étudie l'environnement physique de l'observation, c'est-à-dire qu'il recherche tout événement inhabituel qui aurait pu être provoqué par la nature ou par les hommes. Puisque l'observation de Toulouse se situait dans le ciel, la première chose à faire était de se rendre au contrôle aérien civil le plus proche. Quand on pense contrôle aérien, on pense tout de suite au radar qui voit tout, mais c'est une idée fausse. Un radar civil ne voit que les avions qui veulent bien se faire voir, c'est-à-dire la totalité des avions commerciaux. Ils sont équipés d'un appareil appelé transpondeur qui envoie un signal à la tour de contrôle. Cependant, la tour de contrôle dispose d'un autre radar, du même type que celui utilisé par la surveillance militaire. C'est un radar dit primaire qui voit tout, donc qui voit trop de choses. Et c'est la raison pour laquelle le contrôle civil ne l'utilise jamais. C'est simplement une mémoire, une sorte de boîte noire que l'on consulte quand il y a une enquête. C'était le cas ce jour-là. Et une surprise attendait Jean-Jacques. Et donc là, vous êtes sûr que ce ne sont pas des avions? On est à peu près sûr que ce ne sont pas des avions, surtout trois plots différents. Il n'y en aurait eu qu'un à la limite. Non, ce sont des avions inconnus sans transpondeur. C'est quelque chose d'inconnu sans transpondeur. Donc il y a quelque chose là qui pourrait être intéressant à... Quel que soit l'intrus, c'était forcément un objet, puisqu'il avait été accroché par un radar. Dans l'ensemble, les déclarations du témoin semblaient donc fiables, et il ne restait plus qu'à le rencontrer pour cerner son profil psychologique. Comme cela arrive souvent, le témoin a demandé que l'on préserve son anonymat par peur du ridicule. Pouvez-vous donc
très rapidement nous situer sur un croquis la disposition de ces lumières, ainsi que la direction dans laquelle ces objets lumineux se déplaçaient. Je vous indique à peu près la géométrie et la direction. Voilà, la direction à peu près de l'engin. Voilà, je vous ai fait la géométrie et la direction. Est-ce que vous aviez, lorsque cette observation a été effectuée, vu un contour autour de ces lumières? Non, il n'y avait aucun contour. Ce qui m'a surpris, c'était ce dessin géométrique, c'est comme des ballons de football si vous préférez, oui, à peu près 20 cm, un peu plus. Dans mon fond intérieur, je sais que ce n'était pas un avion. Je sais que ce n'était pas un satellite. Il n'y avait pas de bruit, il n'y avait rien. C'était le silence. C'est pas évident de témoigner. Et je me mets à la place des gens qui témoignent pas parce que c'est dur d'aller voir quelqu'un, de lui dire bon ben j'ai vu quelque chose. On passe pour un illuminé ou on va passer pour un gentil une gentille personne. Et c'est là où c'est le plus dur. Mais ça m'intéresserait de savoir qu'est-ce qui s'est passé à 5h30 du matin au-dessus de chez moi. Voilà. Pour l'instant, Jean-Jacques ne peut pas répondre à la question de Monsieur X. L'enquête va suivre son cours, elle prendra peut-être plusieurs années. Les recoupements d'informations demandent du temps et surtout des moyens que ne possède pas le CEPRA. En attendant, le dossier a rejoint les archives historiques du GEPAN. Il deviendra un jour un ballon météo ou un petit avion de tourisme en infraction, à moins qu'il ne reste définitivement inexpliqué, un véritable objet volant non identifié, comme 1% des cas traités par Jean-Jacques. Nous avons quand même une bonne approche de ce que sont les chiffres sur la réalité du phénomène OVNI, et en particulier sous deux aspects. L'aspect lié aux observations terrestres. Nous avons des archives portant sur une cinquantaine d'années qui représentent un peu plus de 3000 à 3500 témoignages pour lesquels demeure un cas sur 100 inexpliqué. Et puis nous avons le deuxième volet, et celui-là est sans doute à mon avis, le plus pertinent pour une étude scientifique rigoureuse, qui est celui des cas aéronautiques. Et si nous reprenons l'étude qui a été menée en France par Dominique Weinstein à partir des données recueillies sur des données officielles, rapport Blue Book et données françaises et internationales, on peut constater que sur les 1200 cas d'observation aéronautique rapportés depuis 1942, nous pouvons dire qu'il y a 200 cas dont nous sommes sûrs qu'ils ont fait l'objet de mesures par des instruments que sont les radars. Soit les radars du sol vers le ciel, soit des radars à bord des avions. Et donc, ce que l'on peut analyser de l'ensemble de ces 200 cas, c'est qu'il y a une répartition à l'échelle de la planète. Depuis la fin de la dernière guerre mondiale, il a été extrêmement difficile pour des scientifiques de s'attaquer à ce sujet des ovnis, car ce sujet est entouré d'une espèce de tabou. Des hommes comme le professeur Hynek ont souffert justement du fait qu'ils, comme on dit, ils se sont brûlés les ailes parce qu'ils n'étaient pas en accord avec ce que leur profession, leurs collègues voulaient qu'ils soient. Mais je crois qu'aujourd'hui, le professeur Hynek est probablement le premier scientifique à avoir mis le doigt sur un phénomène qui devra trouver des explications dans les décennies, si ce n'est dans les siècles à venir. Allen Hynek avait des doutes, Donald Menzel avait des certitudes. Ce qui est amusant,
c'est qu'un troisième astronome a réussi à défendre une position exactement intermédiaire. Il s'agit de Carl Sagan, mondialement connu pour être l'un des pères du SETI, ce programme scientifique de la NASA qui recherche l'intelligence extraterrestre dans les étoiles. It doesn't say that I think extraterrestrial life is impossible. Quite the contrary. I think that many of the stars in the sky have planetary systems. We know enough now about the origin of life to make it appear likely that life arises naturally on the vast bulk of these planets. It's possible, but by no means certain, that life on many of these planets evolves into beings which are as advanced as we, or more advanced. Carl Sagan incarnait une approche assez paradoxale, qui admet l'existence potentielle d'une civilisation extraterrestre, mais qui refuse l'idée qu'elle nous visite à bord de ces ovnis. Toute l'argumentation repose sur la notion du voyage. En référence aux lois physiques que nous connaissons aujourd'hui, cela consiste à dire « Il faut des centaines de milliers d'années pour voyager à travers la galaxie. Donc, il est impossible que les engins spatiaux viennent faire un petit tour chez nous, puis repartent tranquillement chez eux. » Mais au moment où nous pensons à coloniser Mars, c'est oublier un peu vite qu'il a fallu une toute petite vie de terrien, 66 ans, entre le moment où un homme a fait un bond sur la Lune et celui où un autre homme a fait un bond sur la Terre avec la première machine volante de l'histoire. C'est encore oublier qu'entre le rêve de science-fiction d'Arthur C. Clarke et la matérialisation de ce rêve fabuleux, il ne s'est même pas écoulé 20 ans. Ce que l'homme imagine un jour, il le fait tôt ou tard dans la réalité. Alors, pourquoi refuser l'idée que d'autres, quelque part dans l'univers, font exactement la même chose que nous, ou l'ont peut-être fait bien avant nous? Si nous imaginons depuis longtemps des soucoupes volantes, terriennes ou extraterrestres, c'est qu'elles viendront tôt ou tard. Pour les terriennes, c'est déjà en route. Pour les extraterrestres, qui peut prédire l'avenir? Sinon la science-fiction. La science-fiction a une valeur prédictive parce que les maîtres du genre sont souvent des scientifiques. Le mathématicien Von Neumann, collaborateur de la bombe atomique américaine, a imaginé les cyborgs, ces êtres mi-hommes, mi-machines qui envahissent le cinéma aujourd'hui. Le biologiste Asimov a imaginé 3 lois de sécurité pour contrôler l'intelligence artificielle, dont sont déjà dotés les robots humanoïdes qui envahissent notre quotidien. Pour cette raison, l'Agence spatiale européenne a lancé ITSF, un programme d'études qui demande à Patrick Geiger, directeur d'un musée de la science-fiction, de proposer des idées futuristes. L'idée de base en fait, de l'Agence spatiale, c'est de se dire, voilà, il y a 5000 auteurs ou 10 000 auteurs qui ont écrit ou qui écrivent de la science-fiction, et beaucoup de science-fiction liée aux nouvelles technologies. Par exemple, voilà, Jules Verne a, entre guillemets, inventé le sous-marin. Est-ce qu'il n'y a pas un auteur de science-fiction qui aurait inventé quelque chose qu'on pourrait maintenant mettre en avant et développer? Il y a quand même quelque chose que je trouve assez incroyable, c'est qu'on a la possibilité, là encore, que dans 2 ans ou 3 ans, il y a un ingénieur qui travaille à 100% sur une idée qu'on avait trouvée dans Flash Gordon. Alors Flash Gordon a marqué les Américains parce qu'avant tout, c'était une des premières bandes dessinées quotidiennes de science-fiction qui a véhiculé tous les mythes. Et moi, je suis vraiment persuadé que le rôle principal de la science-fiction ces dernières années, c'est d'avoir permis, entre autres, la conquête spatiale, parce que toutes les personnes qui ont travaillé dans le domaine spatial entre les années 40 et maintenant sont des gens qui ont lu les Chroniques martiennes de Bradbury. Moi, je pense par exemple à l'ascenseur spatial. L'ascenseur spatial, c'est une idée scientifique qui a été reprise ensuite par Arthur C. Clarke dans un livre qui s'appelle Les Fontaines du Paradis. Le principe, il est assez simple. Même construisons entre l'équateur et une orbite géostationnaire un lien fixe, quelque chose de très résistant, qui servirait vraiment de filin pour un ascenseur. Comme ça, on enverrait de façon très rapide et aisée du matériel jusqu'à l'orbite géostationnaire. Et maintenant, il y a quelques jours, la NASA vient de révéler qu'elle s'intéressait à cet ascenseur spatial et que dans les 50 prochaines années, une construction serait envisageable. Alors je pense que la science-fiction, c'est vraiment un masque révélateur, on va dire. C'est une façon de travestir la réalité pour mieux faire ressortir